Salut à tous et merci de votre fidélité à ces magazines. Aujourd'hui, un nouveau manager. Avec lui, nous allons faire des découvertes. Nous allons apprendre sur les internationaux de la République démocratique du Congo. Une famille qui a 3 enfants qui jouent au football, ce n'est pas peu de choses. Et comment est-ce que les choses se passent au sein de cette famille? C'est le papa qui est notre manager aujourd'hui. Monsieur Magoma, Edo, bienvenue. Bien, merci. Voilà. On va d'abord chercher à comprendre, à savoir qui est Edo Magoma. Non, Edo Magoma, c'est un simple citoyen. Je suis agent de football enregistré en Angleterre, officiellement, donc j'opère légalement. Et voilà, c'est ma vie, c'est toute une passion qui m'a emmené jusqu'à une vie professionnelle. Voilà. Toute une passion à la vie professionnelle, mais qu'est-ce que vous a le plus attiré à ce que vous devenez professionnel, agent? Parce que vous ne me direz pas que c'est le métier que vous exercez il y a cela 5-10 ans en arrière. Non, ce n'est pas le métier que j'ai exercé, mais j'ai quand même travaillé comme consultant avec des grandes agences de football en Angleterre. Et auparavant, j'étais dans les business normales, mais ce qui m'a poussé justement à aller là-bas, c'était pour essayer de maximiser les chances de mes enfants de pouvoir achever leurs objectifs, qui étaient justement de devenir joueur professionnel. C'est qui un agent? Un agent, c'est un encadreur. Un agent, en quelques mots, il travaille pour le joueur. Il faut savoir que l'agent travaille pour le joueur. Contrairement, on a une idée assez erronée ici, où c'est l'inverse, donc c'est le joueur qui travaille pour l'agent. Non, l'agent est payé par le joueur. L'agent travaille par le joueur. Le boss ici, c'est le joueur. Et nous, en tant qu'agent, notre rôle primaire est de maximiser les revenus du joueur. Donc maximiser, transformer ses efforts sur le terrain en cash. C'est ça notre rôle. Donc maximiser leur salaire, maximiser leurs revenus dans le marketing, le sponsorship et tout ça, c'est ça notre rôle. Et évidemment, les encadrer un peu, leur donner des conseils, mais sur le plan footballistique, la plupart des agents n'ont qu'une connaissance du football. C'est des businessmen. C'est des businessmen. Donc en ce moment-là, on essaie plutôt de... Évidemment, il y en a quand même comme moi, parce que je suis impliqué avec les enfants. Ça fait 23 ans que j'ai vu des entraînements, je suis allé dans des conférences, je suis allé dans des forums. Ça m'a permis justement d'apprendre aussi le côté technique, tactique du football. Vous imaginez, à 23 ans, j'ai vu moi-même au moins 4-5 entraînements par semaine pendant 20 ans. Donc, c'est devenu pour moi une grande connaissance qui m'aide justement lorsque je suis avec mes joueurs de pouvoir être en diapason avec le coach, de pouvoir être en diapason avec le club, de savoir exactement ce que le club recherche. Et ça m'aide justement à leur donner des très très bons conseils, parce que souvent, les agents, ce que vous devez faire, c'est éviter de jouer le rôle du coach, mais plutôt rester seulement agent. Ça veut dire maximiser les revenus des joueurs. Donc si un joueur mérite de gagner 5 millions de dollars ou de livres par an, eh bien vous lui faites gagner 5 millions de dollars de livres par an. Agent, parents, c'est à la mode aujourd'hui. Vous êtes de ces parents révolutionnaires d'avoir vous reprochez quelque chose aux agents sur vos enfants. Voilà pourquoi vous-même vous êtes substitué. Vous dites je vais le faire moi-même parce que cet agent gagne un peu plus de l'argent sur mon joueur. Pour ne pas encore parler des enfants. Oui, nous avons des agents très mesquins. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont passés et c'est bien connu. Qui justement maximisent leurs revenus avant l'intérêt du joueur. Or, c'est l'inverse. Et des agents qui veulent jouer au patron, et pourtant vous n'êtes pas le patron du joueur, mais plutôt le joueur est votre patron, parce qu'il vous paye, c'est ça la loi. C'est lui qui vous engage, n'oubliez pas ça. Donc pour moi, c'est aussi un fait que j'ai la connaissance, donc je me suis occupé, je crois, de tous mes enfants dans tous leurs contrats, et je l'ai fait, donc évidemment nous avons fait des études. Moi je suis
J'ai a degree on Business Studies and Management de Londres, d'Angleterre. Donc ça veut dire que j'ai les connaissances, j'ai fait mes recherches, je me suis instruit et voilà. Donc c'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que je sais que je sais le faire. Alors on ouvre cette fenêtre liée aux enfants. C'est vous qui les avez influencés à jouer au football ou bien quelqu'un de la famille, ou vous avez également constaté que vos enfants s'adonnaient à la pratique du football et ça pouvait bien aider la famille? En fait, nous, on a toujours été passionnés du football dans la famille, en fait. Et tout a commencé avec Jacques, si je peux dire. C'est l'aîné, chez moi. Et il est né à Lubumbashi en 87. Et en ce moment, nous, on vient d'une très, très grande famille. Pratiquement, on était à 27 enfants. 27? Oui, 27. Donc, beaucoup de garçons. Et à nous seuls, on faisait toute une équipe. Alors, avec cette passion, deux équipes? Non, parce qu'il y avait des filles, au fait. Ah bon? Elles pouvaient jouer au football aussi. Elles pouvaient jouer aussi. Mais la tradition à l'époque ne permettait pas justement, ou bien la culture, je peux dire, ne permettait pas aux filles de le faire. Donc en ce moment-là, Jacques a été influencé justement par ses oncles, par son père, qui jouait tout le temps au football. Hein. Et c'était la seule passion qu'on connaissait, nous. Hein. À l'époque, on n'était pas dans les smartphones, il n'y avait pas toutes ces histoires-ci. Certes, on avait des Nintendo, tout ça, mais on était plutôt à l'extérieur. Que les jeunes aujourd'hui sont plus à l'intérieur et sont trop occupés avec beaucoup de distractions, en fait. Nous, à l'époque, c'était le football, c'était le sport. Donc, dès qu'on rentrait à l'école, on jetait nos cartables, on était à l'extérieur. Donc, lorsque j'ai eu Jacques, j'étais très jeune aussi. Hein. J'avais pratiquement 20 ans, 21 ans. Donc il m'a vu grandir dans le football avec toute la famille et c'est de là que c'est parti. Et lorsque nous sommes allés en Angleterre, il a continué avec cette passion. Il a rejoint un club de dimanche. Voilà, un petit club de dimanche. Et c'est là que... Club du dimanche comme un loisir Oui, parce que c'était une passion pour lui. Donc finalement, il s'entraînait qu'une fois par semaine parce que c'est un club privé où les parents contribuent de l'argent. C'est un petit truc, hein, le dimanche, avec des amis et tout. Et finalement, le dimanche, il pouvait faire son match. Et c'est de là que tout est parti, je crois. Ah. C'est de là que tout est parti, mais aujourd'hui, hein, s'il faut s'attarder un peu sur Jacques, c'est la locomotive de la famille. Jacques a accepté également de porter les maillots de la République démocratique du Congo, mais on aimerait bien avoir Jacques dans son club. En tant que parent, c'est quoi votre rapport sur ce joueur, pour ne pas dire votre fils, dans son club? Il est énorme. Les parents doivent jouer un rôle très énorme. C'est un sacrifice. Donc, en étant honnête, c'est que 20 ans, j'ai pas eu de vie sociale. Donc, je sortais quasiment pas parce que le matin, le vendredi, le samedi, il y a match. Soit il y a match, soit il y a entraînement. Donc, vous devez être là pour déposer les enfants. Donc l'apport d'un parent, c'est justement accompagner l'enfant, parce qu'on les connaît mieux que quiconque, même mieux que les coachs, comment ils réagissent, qu'est-ce qui les fait réagir, qu'est-ce qui les fait réfléchir et positivement, par exemple. Nous, on le sait, donc on est avec les enfants quasiment 24/7. Ce sont des enfants, on les aime beaucoup, on s'implique, mais pas parce qu'ils sont joueurs, ils veulent faire du football, mais dans leur vie normale. J'ai aussi une fille qui a fait l'université, qui a terminé avec excellence. C'est parce qu'on s'implique, les parents. Il faut s'impliquer dans la vie de ses enfants. C'est la raison même pour laquelle nous sommes, en tant que parents, c'est la raison pour laquelle on doit vivre. Donc les déposer à l'entraînement, le debrief après l'entraînement. Vous le faites à la maison. Donc c'est-à-dire après un entraînement, vous les débriefez? Oui, il faut le débriefer. On le débriefe. Donc ça veut dire je peux observer. Mais d'abord la première question que je pose, c'est qu'est-ce que le coach vous a dit? Mais pourquoi donc? Pourquoi? Parce que le coach connaît mieux que moi sur le plan coaching. C'est un coach, c'est sa profession. Donc il faut toujours respecter les experts. Et moi je respecte les experts, le coach est un expert. Donc j'ai besoin de son opinion, j'ai besoin de savoir ses critiques et je vais seulement construire ou orienter la conversation dans le contexte de l'opinion du coach.
Je ne peux pas aller à l'encontre du coach, parce que là, qu'est-ce que vous créez? Vous créez un conflit entre le joueur et le coach. Vous avez des visions qui sont opposées, et en ce moment-là, l'enfant est confus, surtout quand il est jeune. Mais n'oubliez pas ceci, l'enfant est influencé lorsqu'il est jeune, vers ces âges-là qui joignent les académies, il est influencé par le père. Très influencé. Entre le coach et le père, il croit plus au père que le coach. À 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, on ne réfléchit pas. Alors, c'est pour ça que c'est très important. Mais est-ce que ce que moi je lui dis, c'est vrai? Moi, je ne suis pas un expert. Je n'ai qu'observé en tant que spectateur. Donc, il faut qu'il y ait un travail de synergie entre l'entraîneur et les parents. Oui, voilà. Mais vous avez 3 enfants. Avoir déjà un enfant, vous le dites, il faut accompagner, hein, il faut être vraiment très regardant. Vous avez trois enfants. Comment vous vous en sortez? Parce que déjà avec un enfant, ça nous paraît aussi complexe et dur à faire. Mais avec 3, ça se passe comment? Eh ben, les statistiques sont là, sont claires. Donc, tous les enfants qui sont dans les académies, il n'y a que moins de 1% qui deviennent des joueurs professionnels. Donc 99% n'y arrivent pas dans les académies professionnelles. Mais vous faites exception. Voilà, justement, c'est une bénédiction d'abord, divine. D'ailleurs, je loue Dieu tous les jours d'avoir béni ses enfants avec un don, avec un potentiel, mais le potentiel lui-même n'est pas suffisant. Donc il faut le travailler. C'est comme ici, nous avons des minéraux, nous avons beaucoup de richesses. Des pays riches, et seulement riches, mais les gens sont pauvres. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à exploiter nos matières premières. Donc c'est comme ça avec le potentiel. C'est raw product, c'est des produits bruts que nous devons justement exploiter, fignoler, jusqu'à pouvoir vendre. Allez, je vais bien à l'endroit au but. Dites-nous, vous vous en sortez comment? S'il faut, parce qu'ils ne jouent pas dans le même club. Oui. Allez, comment vous en sortez? Les privilèges reviennent à qui? Le privilège, il doit nous revenir, il doit me revenir parce que c'est un sacrifice énorme. Mais c'est aussi un sacrifice pour les enfants parce qu'ils ont sacrifié une grande partie de leur jeunesse. Mais moi aussi, j'ai sacrifié une grande partie de mon âge adulte, par exemple. Parce que, comme je dis, j'avais pas de vie sociale. Donc, ça veut dire peu d'amis. Parce que si quand les amis continuent à vous inviter et que vous ne venez pas, finalement les amis commencent à se retirer un peu. Donc il y a beaucoup de sacrifices de chaque côté. Et il faut justement que vous soyez très soudés en tant que famille, que vous y croyez tous ensemble fermement. Mais le plus gros problème, c'est pas la gestion physique des choses, c'est-à-dire les emmener au stade, les emmener au match, à l'entraînement, parce que ça, c'est toute ma vie. C'était quasiment toute une semaine. Donc il fallait arrêter le travail rapidement, courir. Donc ça veut dire déjà il y a un manque à gagner. Pour moi par exemple. C'est un risque. C'est un risque. C'est un très grand risque. Et les déposer rapidement à l'entraînement. L'entraînement se passait à 17h30 chaque fois, jusqu'à 19h30, 20h. Le temps que vous rentrez à la maison, ils doivent faire leurs devoirs. Donc tu dois être là, tu dois pouvoir les aider à faire leurs devoirs. Et puis ils ont juste le temps de se laver, de manger et d'aller au lit. C'est la même chose pour moi parce que demain c'est encore une journée. Et voilà, et ça continue. Pourquoi? Parce que j'avais 3 enfants. Donc émotionnellement c'était la chose la plus difficile parce qu'évidemment il faut les recadrer chaque fois, les encourager. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, la courbe elle est comme ça, hein, donc ce n'est pas une courbe ascendante. Et c'est comme ça, vous descendez, vous baissez chaque fois et vous devez ramasser ces verres cassés, chercher chaque fois à les recoller. Mais ça c'est par semaine. C'est par semaine parce que bon, vous avez 3 entraînements, il y a peut-être 2 qui étaient excellents, un entraînement qui n'a pas été très bien, et puis après le match de samedi ou de dimanche, vous n'avez pas bien joué, vous avez bien joué, vous avez bien joué, donc vous êtes là, mais vous devez, moi en tant que parent, je dois chercher toujours à ceux qui gardent le même niveau, que ce soit lorsqu'ils jouent très bien ou lorsqu'ils ne jouent pas très bien. C'est très important. Comme ça, ils restent stables. Sinon, là, vous devenez comme un yo-yo émotionnellement et c'est très, très dangereux. Allez, dites-nous, j'aimerais bien que ça vienne de vous. Hein. Vos enfants jouent actuellement dans quel club? S'il faut commencer par Jacques et Christian et puis
Edo. Ce qu'ils ont en commun d'abord, c'est qu'ils sont tous passés par la grande école de Tottenham. Il y en a un qui est encore là, donc Christian vient de quitter à 20 ans. Jacques était là jusqu'à l'âge de 22 ans, donc il était même dans le noyau de la première équipe. Les circonstances ont fait qu'il devait move on, donc il devait partir. Il est à Birmingham pour le moment, donc il a eu un parcours assez, comme la plupart des jeunes, ils doivent le faire. Donc il est descendu jusqu'en D4, de Tottenham en D4, donc ça veut dire déjà mentalement, on l'a préparé pendant les années pour qu'il soit tellement fort, et ça je m'en félicite. Humblement, parce qu'il fallait préparer. J'ai compris assez tôt, il faut dire que j'ai compris parce que en les accompagnant, j'ai étudié la chose, j'ai parlé avec des psychologues sportifs et tout ça, donc ça m'a aidé à comprendre un peu comment est-ce qu'il fallait fortifier leur caractère. Parce que le football a beaucoup de surprises, et d'autant plus que 99% n'y arrivent pas, donc il n'y a que 1%, mais c'est alors si ils échouaient. Parce que ça veut dire que vous avez 99% de chances d'échouer, juste un seul pourcent pour réussir. Bon, moi je dirais 99% de malchance. Donc, la chance, vous n'en avez qu'à 1%. Voilà. Allez, Christian, lui, à Tottenham également. Jacques est à Birmingham. Donc Jacques il est maintenant à Birmingham. Et la saison passée, il a été voté meilleur joueur du club par les supporters, donc plus de 60 000 supporters. Et il a été aussi voté meilleur joueur par ses coéquipiers, ses collègues. Et ça, c'est une grande fierté, parce que le plus grand prix qu'un joueur peut avoir, c'est d'être reconnu, pas seulement reconnu par les supporters, parce que c'est eux qui viennent, c'est eux qui payent leurs billets, ils sont tellement passionnés. Et après, c'est d'être reconnu par ses collègues, ses coéquipiers. Ça, c'était génial. Donc il a fait une très très grosse saison. Christian, maintenant, je viens justement de le transférer au FC Arka, Gdynia, en Pologne, justement pour le temps de jeu, parce que la plupart des jeunes, ce que les gens ne comprennent pas sur le football, c'est le temps de jeu est tellement important, mais la possibilité de temps de jeu, selon les clubs et la ligue où vous jouez, la ligue anglaise, il y a tellement d'argent. Donc vous allez voir maintenant un exodus de jeunes joueurs anglais sur le continent européen, ce qui est très bien, parce que maintenant ils vont étendre leur marché. Auparavant, les Anglais ne voulaient jamais quitter l'Angleterre, même les jeunes. C'est pour ça qu'il y avait un taux d'échec très élevé, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir le temps de jeu. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, l'Angleterre n'a aligné que les joueurs évoluant dans son championnat. Oui, justement. C'est des cas, à une certaine époque, qui revenaient aux Italiens. Voilà, justement. Voilà. Mais les Anglais, et maintenant les jeunes, ils ont compris. Donc, lorsque vous rendez compte, les jeunes comme Fabregas, ils sont venus en Angleterre très jeunes, ils avaient 15-16 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes européens qui viennent en Angleterre. Mais par contre, les Anglais, ils voulaient toujours rester en Angleterre. Et ils ont compris qu'en Angleterre, le championnat a tellement d'argent. Les revenus, par exemple, juste de TV right, les droits de télé, c'est à 5 milliards de pounds. Donc ici, on parle de quasiment 7 milliards et demi à 8 milliards de dollars. Juste le droit de télé. Ça veut dire que même la 20e équipe dans le championnat anglais, dans la dernière, dans le championnat anglais, reçoit quasiment une affaire de 189 à 215 millions de pounds, donc quasiment 250 à 300 millions de dollars. Énorme. Par an. Plus que Barcelona et Real Madrid en TV right. C'est donc, et en ce moment-là, donc ils vont acheter des jeunes en France, en Belgique, dont les clubs ont compris le jeu, donc ils développent leurs joueurs, ils les font jouer très jeunes, ils savent qu'après les Anglais vont venir les chercher. Ok, l'Angleterre devient un marché pour pratiquement tout le monde entier. Et donc vous avez l'Amérique du Sud aussi, les Brésiliens, tout le monde veut venir là-bas. Et maintenant, ce que les jeunes ont fait, ça veut dire que vous pouvez être le plus talentueux, travailler dur, très dur, parce que ces jeunes, ils travaillent très dur, ils bossent, surtout avec le système, le rythme anglais depuis le jeune âge, donc c'est des bosseurs. Vous voyez bien, même par contre, les joueurs internationaux qui évoluent en Angleterre en termes de caractère, de mentalité, de vitesse et tout ça, de puissance, c'est très élevé.
Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Donc les jeunes, ils n'arrivent pas à percer parce que bon, on vous dit par exemple, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas d'expérience, donc voilà, mais l'expérience ne peut venir qu'en jouant. Donc c'est un catch-22 comme on dit, et en ce moment-là, ils vont carrément prendre un Eden Hazard parce qu'il a joué en Belgique déjà, parce qu'il y a un tel joueur qui a joué en France déjà. La concurrence devient rude et les choix deviennent compliqués. Les chances d'être aligné dans l'équipe première s'avèrent encore très complexes, d'où quasiment zéro. Quasiment zéro, comme vous l'avez dit, il faudrait alors chercher les temps de jeu. D'ailleurs, question de rester performant, sinon d'acquérir cette expérience étant à réclamer aujourd'hui, sinon exiger. Exiger. Et les derniers. Edmond Paris, lui d'ailleurs, c'est quand je suis arrivé ici, il vient de gagner, il évolue à Tottenham et il vient de gagner justement le tournoi du centre technique breton de la Bretagne en France. C'est le plus grand championnat européen des U21, mais U21 ça veut dire qu'ils ont aussi des joueurs surclassés, donc le plus... L'âge maximum c'est 21 ans. 24 ans. Non, c'est 24 ans. 24 ans. Ouais, voilà. Il y avait des joueurs de 24 ans, des joueurs de 23 ans, il était le plus jeune, il avait 17 ans, et il vient de gagner le prix de meilleur joueur. Et là c'est contre des clubs comme Monaco, Paris Saint-Germain et autres. Alors, sur une affaire de 300 joueurs, vous êtes élu meilleur joueur, mais quand on parle de 300 joueurs, on parle des élites. Parce que tous ces clubs, toutes ces académies, c'est des académies élites. Donc c'est une fierté parce que c'est peu de jeunes l'ont gagné, peu de jeunes. Chaque an, c'est juste un seul joueur. Et c'est une fierté pour nous. Et directement à son retour, ça s'est passé le samedi passé. Et directement à son retour, on lui a justement convoqué par la première équipe. Et pendant qu'on est en train de parler en ce moment-ci, et ça je regrette, je regrette parce que je ne serai pas là, je serai absent, mais je ne savais pas que ça allait se passer. J'aurais pu prendre un billet de retour directement pour aller en Espagne, parce qu'ils vont jouer en Espagne, la première équipe de Tottenham contre Girona. Malheureusement, je ne serai pas là. Il est sur le chemin d'aller justement à ce match-là avec la première équipe. Voilà, s'il faut qu'on mette un terme à cette première partie, parce que je pense bien qu'il faut... il y a beaucoup à dire. J'aimerais bien faire en deux chapitres. Dans tout ça, quand vous avez les enfants, comme vous l'avez dit, ça nous paraît très compliqué et très complexe, mais en définitive, qu'est-ce qu'un parent qui vit au Congo, qui rêve également que son enfant puisse jouer au football? Parce que vous êtes devenus des références, il faut le dire, des références. Certes, l'Angleterre et le Congo, bon, en matière d'encadrement et en matière d'infrastructure, c'est très compliqué, mais il y a quand même ces enfants, ces parents qui aujourd'hui s'inspirent. Les enfants qu'ils voient à la télé et ils entendent des chiffres, ils se disent, je veux aussi que mon enfant joue au football. Ils peuvent faire quoi exactement? Déjà, c'est un angle que j'aime pas. Il faut identifier le talent de son enfant. Et comment l'identifier? Il est naturel. Parce que c'est question d'une passion. Vous savez, vous pouvez déjà observer qu'il y a des enfants, quand ils naissent, ils sont en train de jouer, ils sont en train chaque fois de jongler au ballon, par exemple. Vous savez que c'est une passion. Quand il y a match, il faut regarder à la télévision, il ne va pas se déplacer. En ce moment, d'abord, il faut laisser cette passion accroître, grandir et accompagner maintenant l'enfant sans lui mettre la pression. Donc le laisser d'abord se développer lui-même, développer sa passion. Une fois qu'on a identifié la passion, maintenant c'est à nous les parents. Et la passion, c'est pas seulement le football, ça peut être la musique, mais ça peut être les sciences, ça peut être les maths, ça peut être beaucoup de choses. Et en ce moment-là, maintenant vous vous investissez ensemble dans un partenariat parent-enfant, pour pouvoir justement l'accompagner à ce qu'il puisse achever son rêve, donc vivre son rêve. Et ça c'est très important. C'est pas parce qu'il y a l'argent. Lorsque on y va parce qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a la grosse erreur. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent, c'est pour ça qu'ils se cassent aussi. Parce que vous allez pour l'argent, mais l'argent ne peut pas être une motivation, c'est la passion. Parce que c'est très difficile de devenir un joueur professionnel. Il y a tellement de sacrifices.
il y a tellement de sacrifices, c'est-à-dire les enfants, ils ne peuvent pas faire ceci, la plupart, ils sont passés très jeunes et n'ont pas eu de vie sentimentale, par exemple. Cette distraction à 14-15 ans, lorsque les autres doivent aller dans les anniversaires, tout ça, quand vous êtes jeune, ça se passe souvent le samedi, mais le samedi, vous ne pouvez pas y aller parce que vous devez aller à l'entraînement, parce qu'il y a match, donc vous ratez toute cette jeunesse, toutes ces histoires, et si c'est pour l'argent, vous n'allez pas y arriver. Ça doit être quelque chose qui va vous empêcher justement, ou bien pour vous permettre de résister à toutes ces tentations qui sont, et ça c'est la passion pour la cause, la passion pour la chose, et pour ces jeunes, c'est la passion pour le football. Une fois que vous avez identifié cela, vous l'accompagnez, ils vont y arriver. Allez, il faut donc accompagner les enfants, voir les talents, parce que chacun a un talent, il peut bien capitaliser. Vous l'aurez certainement compris qu'on va mettre un terme à ces premiers chapitres, hein, à ces premiers de ces managers avec Monsieur Edo. Sinon, on va revenir cette fois-là, ouvrir l'autre porte, parce que ses parents influencent également le choix des entraîneurs. Ça, c'est la question qui va trouver sa réponse tout à l'heure, au prochain numéro.